difficile de circuler sur l'axe Akupé-Kotobi. La raison, cette route est fortement dégradée. Nous ferons le constat dans cette édition. C'est bientôt Noël et pour éviter les achats de dernière minute, certains parents ont trouvé une astuce. Ils s'y prennent tôt. Nous allons les rencontrer. Enfin, le Vietnam, 12e pays le plus peuplé du monde, désormais confronté à l'exode rural. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est la rénovation complète de la salle d'éveil du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Cocody, une initiative de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La LONASI entend ainsi améliorer le bien-être des enfants malades ou hospitalisés. La salle d'éveil du service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, entièrement rénovée et équipée par la LONASI. C'est une contribution de cette entreprise étatique pour apporter un confort supplémentaire aux enfants hospitalisés dans leur meilleur suivi éducatif et ludique. C'est un vœu du professeur Cosmo Agueoundé, chef de service pédiatrique de 2005 à 2015, qui vient ainsi de se réaliser. Cette salle, selon lui, ne répondait plus aux normes exigées. Vous savez, la base avait été mise en place par notre maître, le professeur Constant Roux, qui, dans son fervent désir de faire en sorte que les enfants soient pris en charge dans les meilleures conditions, a créé un CES. Un CES qui a été transformé maintenant en DES. Nous sommes sur une voie. J'en ai été le dernier directeur, je vais partir et puis la suite, il y a des gens pour continuer. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite, le professeur Cosmo Agueoundé a été honoré par ses pairs. Pour lui témoigner leur attachement pour sa contribution au développement du service, ils ont baptisé la salle d'éveil réhabilitée de son nom. Le service de chirurgie pédiatrique est désormais dirigé par le professeur Mo Elo. Un commentaire de Herman Niamien. Santé toujours, la maternité de l'hôpital général de Marcory dispose désormais d'un groupe électrogène. Ce don de l'organisation non gouvernementale Réseau Vainqueur va permettre de pallier les interminables coupures d'électricité souvent constatées dans cet établissement sanitaire. C'est pour marquer ces 6 ans d'existence que le Réseau Vainqueur, qui est né en décembre 2009 et qui regroupe plusieurs hommes d'affaires, a posé cette action sociale d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ce groupe électrogène, selon le président de l'organisation, va aider le personnel de la maternité de l'hôpital général de Marcory à continuer son travail, celui de donner la vie, même en cas de coupure d'électricité. Quand vous apprenez, vous, une personne digne, que dans cet hôpital, dès qu'il y a coupure de courant, c'est à peine avec des bougies que les femmes se font accoucher. Je pense qu'on ne devrait pas attendre l'État, on ne devrait pas attendre quelqu'un avant de porter sa pierre à l'édifice. Les responsables de l'établissement sanitaire ne peuvent que saluer cette action de grande portée sociale et promettent d'en faire bon usage. Ça me fait énormément plaisir. Le carburant ne manquera jamais dans ce groupe. Et les femmes ne nous accoucheront plus dans l'obscurité quand il y aura les coupures d'électricité. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Faisant sienne cette phrase célèbre du vagabond de la charité Raoul Folero, le Réseau Vainqueur compte poursuivre sa politique sociale à travers le pays pour le bonheur des populations. Un commentaire de Abou Sanogo. Je vous le disais dans les titres, les automobilistes doivent s'armer de beaucoup de patience lorsqu'ils empruntent l'axe Akupé-Kotobi. Cette voie qui était à une époque récente la meilleure et la plus courte pour se rendre à Daoukro dans le Ifou ou à Bongwanou dans le Moronou est désormais impraticable. Et malheureusement, les villages traversés par ce tronçon subissent les effets de cette situation. Eugène Atoubé. Combien sont-ils les automobilistes qui accepteraient aujourd'hui d'emprunter l'axe Akupé-Kotobi via Abongwa dans son état actuel? Les transporteurs qui jadis effectuaient des liaisons fréquentes n'osent plus s'y aventurer, sauf bien sûr quelques téméraires par souci de raccourci. En venant à couper, c'est la plus courte distance par rapport à passer à Ara, à Bonaouin et puis revenir. Les coupeurs de route sont là, la route.
il reste les motos, il reste les vélos, tout ça là. Bon, avant, les femmes vendent les yams, bananes. Bon, maintenant, il n'y en a aucune. À couper Kotobi, passant par Abongwa, 46 km de long, 46 km de calvaire et d'incertitude. Bien loin le temps où les usagers de ce tronçon, en partance pour Bongwano ou Daoukro, pouvaient s'autoriser un aller-retour effectué en 4 heures. Depuis plus d'une dizaine d'années, cette performance est quasi impossible. Et l'automobiliste, même le plus téméraire, n'oserait tenter cet exploit. Chaque jour, pourtant, les usagers ne manquent pas sur cette route. Ce sont principalement les populations des villages riverains qu'elles traversent et les campements alentours. Les jeunes crient leur désarroi pour l'enclavement de leur village. Les femmes, elles, continuent de souffrir pour acheminer leurs produits vers les zones de commercialisation. Maintenant, comme la route n'est pas bonne là, en tout cas, c'est difficile pour aller quoi. Je peux rester jusqu'à 16h ou à 17h de quitter. Si la voiture ne quitte pas là-bas, en tout cas, je suis là, je préfère dormir. L'état actuel de la route à couper Kotobi a fait fuir de cet axe les véhicules de transport conventionnels. Ce qu'on peut voir rarement du reste, ce sont de vieux tacos et des tricycles roulant K1 où s'agglutinent personnes et marchandises. C'est un véritable spectacle de voir ces moyens de transport se disputer une portion de route carrossable avec les grumiers qui règnent en maître sur ce tronçon. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, la route est fermée. Rien ne marche. C'est avant tout, ça s'est passé ici. Les camions passaient, Daoukro, Bricolo, tout ça, Boaké, tout le monde passait ici. Bon, à ce moment, nos activités, ça marche, mais maintenant c'est fermé. Bon, tout le monde est resté dans l'anonymat. Toutefois, un grand espoir habite toujours les populations dont les villages ont en partage l'axe à couper Kotobi. Un tout autre sujet à présent, les corps militaires et paramilitaires instruits des droits de la femme au foyer. Les travaux de cet atelier ont été organisés récemment par le Centre d'études, de recherche et d'action pour le développement. Environ 200 participants ont pris part à cette rencontre autour du thème « L'intelligence émotionnelle, facteur de réduction des violences faites aux femmes ». On fait le point avec Franck Quadio. Les violences faites aux femmes par le conjoint militaire ou paramilitaire, une réalité en Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette forme d'atteinte aux droits humains, une rencontre de réflexion est organisée avec les militaires et paramilitaires. L'initiative est du Centre de recherche et d'action pour le développement endogène, CERAD. Nous avons choisi de nous adresser particulièrement à eux. Généralement, c'est des personnes qui évoluent dans un milieu stressé, et qui travaillent généralement sous la pression et qui envoient ces stress-là à la maison. L'intelligence émotionnelle comme habileté à percevoir et à exprimer les émotions chez soi et chez les autres sont entre autres les thèmes développés. À cette rencontre, environ 200 militaires et paramilitaires, ils disent avoir beaucoup appris. Le sujet est bienvenu parce que le sujet est d'actualité. Le simple fait que la femme reste à la maison avec les enfants, en train de jouer le rôle que papa ou maman devrait jouer, est aussi une violence sur la femme ou bien sur l'homme. On n'est plus en 1970 où on battait les femmes comme on le voulait. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle où excellent beaucoup d'organisations de droits de l'homme. Donc, il faut faire fi des querelles inopportunes pour se mettre au diapason des règles de droit de la société. En Côte d'Ivoire, les violations perpétrées par le partenaire ou toute autre personne touchent, selon plusieurs ONG dont l'IRC, International Rescue Committee, 60% de femmes. Noël approche à grands pas et les préparatifs vont bon train. C'est donc le moment de songer à acheter les cadeaux des tout-petits. Et s'y prendre tôt, très tôt même, est une bonne idée pour éviter la flambée des prix. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les préparatifs vont bon train. Dans toutes les communes d'Abidjan, les boutiques font le plein de jouets pour Noël. Les parents des enfants, pour le moment, disent qu'ils n'ont pas encore touché de l'argent, leur salaire. Donc dès qu'ils vont toucher leur argent, ils viendront acheter. Pour le moment, ce n'est pas ça. Chez nous en tout cas. Mais on paie pour pouvoir verser pour que les parents de les voient. Lorsqu'ils seront prêts, ils vont venir acheter. Yopougon marché Sikoji,
Cette dame a trouvé la bonne astuce pour rendre son enfant heureux. Je suis venue faire les achats ce matin pour mes enfants parce que actuellement les marchandises sont un peu plus moins chères. J'ai acheté une moto, une voiture et puis des Lego. C'est déjà Noël en tout cas. À Adjamé, précisément sur le boulevard Nangui à Brogua, c'est la grande affluence. Un flot incessant d'hommes et de marchandises. Cette famille venue acheter des vêtements pour les enfants a du mal à se frayer un chemin. Je suis venu acheter les habits de fête de mes enfants. Parce que si on va un peu plus loin, tu arrives vers les 23, 24 là-bas encore, les choses deviennent plus chères. Je suis venu acheter le cadeau de mon petit frère. Le moment, c'est moins cher. De l'engouement et même beaucoup déjà perceptible. Et dire qu'on est à plus d'une semaine des festivités. Une fête de Noël et une fin d'année palpitante en perspective. Un reportage de Franck Wadio et Patrick Assamoah. L'actualité en Guinée-Conakry, c'est l'investiture du président Alpha Condé pour un second mandat de 5 ans. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Alassane Ouattara, ont participé à la cérémonie. Rappelons que le président sortant, Alpha Condé, a été déclaré vainqueur du premier tour de la présidentielle guinéenne du 11 octobre dernier, avec 57,85% des suffrages. Dans le centre du Burundi, c'est l'ouverture du procès des 28 personnes accusées d'avoir orchestré un coup d'État le 13 mai dernier. Parmi les prévenus figurent de nombreux généraux de l'armée et un ancien ministre de la Défense. Et plus loin, dans la capitale Bujumbura, la tension reste vive après les récentes attaques qui ont fait environ 90 morts. Le Vietnam, 77 millions d'habitants, fait face à un sérieux exode rural. En effet, tous les ans, des milliers de Vietnamiens délaissent les campagnes pour les villes. Ces migrations, principalement économiques, sont la conséquence des bouleversements sociaux du pays. Hanoï n'en finit plus de compter ses nouveaux habitants. Ils sont des dizaines de milliers à s'installer dans la capitale vietnamienne chaque année. Selon un chiffre officiel, il serait environ 230 000 par an à travers le pays à quitter leur campagne pour les grandes villes. La vie à la campagne est trop dure. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent alors même qu'on doit travailler dur dans les champs. Pourtant, la ville est loin d'être de tout repos pour Moon. En plus d'être électricien, il travaille dans le restaurant de sa femme. La famille gagne environ 600 $ par mois, ce qui paye le loyer et l'école des 2 enfants. Mais pour la plupart des nouveaux venus, direction les chantiers ou les usines. Les migrants contribuent à la croissance urbaine et économique, aux zones industrielles du pays parce que leur force de travail est abondante, jeune et énergique. Près d'un quart des 90 millions de Vietnamiens habitent en ville. La population des 2 plus grandes métropoles, Hanoï et Ho Chi Minh Ville, a presque quadruplé depuis les années 80. Un flot de main-d'œuvre qui permet de doper les exportations et la croissance. Il n'y a pas de limite, pas de frontière entre les villes principales et la campagne, donc la migration est quelque chose d'absolument normal. Une tendance qui n'est pas sans conséquences. Embouteillage, administration débordée, problèmes d'alimentation en eau. Les infrastructures ont de plus en plus de mal à suivre le rythme. Plus de 700 000 personnes évacuées aujourd'hui aux Philippines. Le typhon Melor a frappé la région est du pays et devrait toucher le centre demain, mardi 15 décembre. Les écoles ont été fermées et le trafic aérien suspendu. Enfin, drame de la route dans le nord-ouest de l'Argentine. Au moins 41 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées lorsqu'un car de la gendarmerie nationale est tombé d'un pont. Selon les autorités argentines, le bilan pourrait s'alourdir. Voilà, merci de votre attention et très bon début de semaine à tous sur RTI2.